On va passer maintenant vraiment à la présentation pratique de l'outil. Donc, on va rentrer dans les fonctionnalités de l'outil. Donc, vous avez eu l'exercice. Donc, le but de l'exercice principalement, c'était que vous puissiez déjà rentrer un petit peu, comprendre un petit peu les manipulations à faire. Et donc, ici, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, on va parler d'abord de la page d'accueil, de la bibliothèque, de la modélisation, de l'évaluation et puis la comparaison et l'optimisation. Donc là, sur la page d'accueil, qu'est-ce que vous pouvez y voir? Donc déjà, il faut s'y connecter. Voici le lien pour se connecter. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a un outil qui est en 3 langues. Donc vous pouvez l'avoir en français, en néerlandais ou en anglais. On a toutes sortes d'actualités. Donc quand il y a des nouvelles formations, des nouveaux événements, des mises à jour également de l'outil, c'est mis ici. Donc ça, c'est même sans vous connecter, vous avez accès à cette page d'accueil. La documentation, donc tous les documents dont j'ai parlé sur la durée de vie, sur, l'explication de la méthodologie sont disponibles ici. Pour les documents plutôt, scientifiques, c'est souvent en anglais et d'autres documents sont traduits dans les 2 langues, donc français et néerlandais. Vous retrouvez les FAQ, donc Amandine a mis le lien direct vers les FAQ dans le chat, mais sinon vous les retrouvez à différents endroits sur le site, donc ici par exemple. Vous avez également de l'aide, donc de l'aide sous forme de FAQ, mais également, si vous ne trouvez pas la réponse dans les FAQ, un helpdesk qui, c'est une adresse email, ou un formulaire que vous pouvez remplir avec votre question et on essaye d'y répondre assez rapidement pour vous aider à utiliser au mieux l'outil. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment là pour ça. Donc ça, c'est toutes les informations qui sont disponibles sans vous loguer, mais bien sûr, pour utiliser l'outil, je vous encourage à créer un compte. Donc c'est très simple, en quelques informations, et vous avez créé votre compte, et ensuite vous pouvez vous connecter avec donc une adresse email. Quand vous êtes connecté, voici l'interface que vous obtenez. Vous avez toujours les mêmes fonctionnalités que quand vous n'étiez pas connecté, donc les FAQ, les actualités, la documentation, l'aide. Vous avez en plus accès évidemment à des projets, donc vous pouvez créer un projet. Il faut savoir que tout dans Totem se fait dans un projet, donc même si vous voulez comparer seulement 2 éléments vite fait ou 2 composants, c'est toujours dans un projet. Donc vous pouvez créer des nouveaux, vous pouvez ouvrir un projet existant. Vous avez une petite liste ici des projets que vous avez ouverts récemment et vous pouvez partager ces projets avec vos collègues, avec vos clients, avec le helpdesk quand vous avez besoin d'aide. Et donc vous avez ici les notifications de partage et d'accès. Vous avez donc la bibliothèque sur laquelle on va s'attarder juste après. Et voilà. Et donc les paramètres également, vous pouvez changer au niveau de votre mot de passe, par exemple. La bibliothèque. Les bibliothèques, puisqu'il y a différentes bibliothèques. Donc vous avez d'abord une bibliothèque de vos projets, donc tous les projets qui sont repris sur votre compte. Une bibliothèque des bâtiments, donc que ce soit des bâtiments que vous avez encodés dans vos projets, mais également des bâtiments exemples que vous pouvez consulter. Ça peut être utile aussi pour voir comment ça a été encodé par d'autres et que vous puissiez comprendre un petit peu la démarche. Une bibliothèque d'éléments. Donc là, vous pouvez trier vos éléments par catégorie, donc les planchers, les murs, les toitures, et même par type. Donc vous avez les murs extérieurs, les murs rideaux, les murs de cave, enfin, toutes sortes de murs. Vous pouvez également ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'ai un tout petit pointeur ici. Ici, donc, vous avez aussi un outil de recherche. Donc, si vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez directement mettre du texte. Et vous avez donc, dès que vous cliquez dans la bibliothèque sur un élément, vous pouvez consulter la composition de cet élément. Vous pouvez également cliquer ici sur la petite case pour vous permettre d'afficher le potentiel de réversibilité de cet élément. Et donc là, vous allez avoir les couleurs
rouge, orange, vert, etc., qui vont se mettre sur ce schéma de l'élément. Donc, il y a la quatrième bibliothèque, c'est la bibliothèque des composants. Donc là également, vous pouvez les trier par catégorie. Donc ici, par exemple, on est dans les matériaux de gros œuvres et dans les panneaux. On peut également rechercher ici du texte. Donc si moi je cherche un panneau OSB, je tape OSB, je vais avoir tout ce qui est en OSB qui va apparaître dans l'outil. Parfois, on a différentes variantes. Donc par exemple, ici, le panneau OSB, il est disponible en différentes dimensions. Et donc, moi, je peux avoir mes différentes variantes et les afficher. Et donc là, on va pouvoir afficher toutes les informations sur ce composant. Donc, voilà, la densité du panneau, la manière dont il est fixé, donc ici avec des clous en acier, la catégorie, le type de panneau, tous les détails, donc l'épaisseur, le lambda, la valeur R, l'unité fonctionnelle, la durée de vie également qui est disponible ici. Et tout ce qui est aussi information sur les connexions à la réversibilité. Tous les scénarios de fin de vie qui sont utilisés par l'outil pour ce composant et les détails de la modélisation. Donc, d'où vient cette modélisation. Donc, souvent, vous avez la version des CoinBend qui a été utilisée pour modéliser cet élément, ce composant. Et donc, dans les composants, vous allez voir apparaître ce petit symbole ici devant et ici devant, qui vous indique que ce composant provient d'une EPD. Donc là, vous allez avoir la marque du produit qui est utilisé dans ce composant. C'est pas un matériau, puisque c'est un matériau qui est mis en œuvre. On a toujours également la manière dont c'est fixé et mis en œuvre. Donc, par exemple, ici, la cellulose, elle est insufflée, et donc le processus d'insufflation est pris en compte également dans ce composant. C'est pour ça que ce n'est pas un matériau à proprement parler. Donc, les composants génériques, elles proviennent, comme je l'ai dit, de la base de données EcoInvent. L'avantage, c'est qu'il y a un large choix, parce que donc, mettre un matériau dans Totem, c'est pas si simple. Il suffit pas de dire, voilà, c'est tel matériau, c'est composé de tel matériau, etc. Ça demande beaucoup d'informations sur l'ensemble du cycle de vie de ce matériau, comment il est produit, comment il est mis en œuvre, après comment sont gérés les déchets. Donc, c'est pour ça que même quand vous faites une demande de matériaux, on essaye de se baser sur ce qui existe déjà pour pouvoir les intégrer, mais ça prend du temps puisque derrière, il y a des données. Et donc, pour ne pas avoir à collecter toutes ces données, les bases de données comme EcoInvent permettent d'avoir déjà fait ce travail et d'avoir ces données génériques. Les composants spécifiques, comme je vous l'ai dit, ils ont été mis dans Totem depuis octobre 2020, ils proviennent des EPD. Alors, on a déjà 65 EPD qui ont été intégrés dans Totem, qui proviennent de 17 producteurs différents. Et donc, 4 fois par an, il y a un travail qui est fait de collecter donc, les EPD qui sont publiés, qui sont terminés, qui ont été vérifiés, etc., dans la base de données BIEPD, et de collecter parfois certaines informations qui sont nécessaires par rapport à la mise en œuvre, par exemple, pour pouvoir les mettre dans Totem, de tester ces nouveaux composants et de les implémenter. Donc ça se fait 4 fois par an. Et donc, vous pouvez bien sûr identifier ces EPD grâce à cet outil, cette icône globe. Passons maintenant, donc vraiment, ça c'est le vif du sujet, la modélisation. On va rentrer dans la pratique. Première chose à faire, créer un projet. On fait tout dans un projet avec l'outil Totem. Ou ouvrir un projet existant également. Je rappelle un petit peu la hiérarchie. Donc, on a des matériaux qui, mis ensemble et mis en œuvre, sont des composants, donc des couches, et ces différentes couches se composent un élément, donc un mur, un plancher, un plafond, un toit. Et ces éléments mis ensemble font un bâtiment. Donc voilà, vous allez pouvoir calculer ou comparer
les éléments et les bâtiments. Alors, donc, quand on modélise, on a cette interface qui est toujours composée de la même manière dans chacun des projets. Donc là, on est dans le projet formation totem. On a donc d'abord la géométrie donc du bâtiment et des éléments. Donc là, on va modéliser tout ce qui est géométrie du bâtiment et des éléments. Et on a ensuite tout ce qui est relatif aux éléments, donc par type, plancher, mur, toiture, ouverture, etc. Et là, on va modéliser la composition de ces éléments. Et on a une partie rapport où vous pouvez stocker vos analyses des résultats pour pouvoir y revenir par la suite. Donc, d'abord la géométrie. Pardon, j'étais trop vite. La géométrie, donc on va pouvoir ajouter des bâtiments dans notre projet. Donc, soit à nouveau, soit à partir de la bibliothèque, soit également avec le module d'import IFC, Excel ou CSV. Et donc, on peut avoir plusieurs bâtiments ou plusieurs variantes d'un même bâtiment dans un projet totem. Alors là, on peut encoder donc l'année de construction, l'année de rénovation. Et ce qui est surtout très important à encoder, c'est la surface de plancher brut, puisqu'on a vu que c'était l'unité fonctionnelle qui permet de comparer les bâtiments entre eux. Et donc, c'est la base pour calculer les impacts environnementaux. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez également mettre le nombre d'étages et choisir si vous voulez inclure ou non les pertes par ventilation dans le calcul. Voilà, vous avez le volume chauffé, etc. Et vous avez déjà, quand vous calculez, le score environnemental qui est repris ici de manière très synthétique. Ensuite, donc, quand vous avez modélisé votre bâtiment, vous allez pouvoir modéliser la géométrie de tous les éléments qui composent ce bâtiment. Qu'est-ce que j'entends par géométrie? C'est donc le nombre de mètres carrés de tous les éléments que vous allez retrouver dans votre bâtiment et le nombre de murs. Par exemple, si vous avez 4 murs extérieurs de 25 mètres carrés, eh bien, vous pouvez encoder cette géométrie. Donc, vous pouvez mettre un nom qui vous parle, qui est spécifique à votre projet. Bien mettre la catégorie, donc ça c'est important que vous mettiez la bonne catégorie parce que c'est la catégorie qui va déterminer si le calcul de l'énergie durant la phase d'utilisation se fait ou non. Forcément, c'est un mur intérieur, ça ne va pas se faire, tandis que si c'est un mur extérieur, le calcul va se faire puisque ça va rentrer en compte dans la surface de déperdition. Vous avez également ici le type, donc là, c'est les types que vous allez retrouver ici et qui vont vraiment détailler la composition de ces éléments. Vous pouvez choisir ici si vous mettez l'énergie durant la phase d'utilisation, si on le calcule ou non. Et vous avez un récapitulatif du score environnemental par matériaux et pour l'énergie et totale qui s'affiche ici de manière simplifiée. Donc ça, une fois que vous avez modélisé votre bâtiment, vous pouvez passer donc aux éléments et vous avez donc par type différents types d'éléments. Donc vous pouvez aussi créer différents types d'éléments qui sont utilisés ou non dans le bâtiment. Donc par catégorie, donc ici on a différents murs extérieurs et là donc toujours bien la catégorie. Vous avez également l'épaisseur et la valeur de U qui va être déduite de votre encodage. Le score environnemental, toujours réparti par matériaux, énergie et total. La durée de vie de l'élément que vous ne modifiez pas, mais qui est affiché ici. Et puis le statut que vous avez encodé. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau, ici démoli, ou autre statut qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour modifier votre élément, c'est dans cette partie-ci qu'il faut venir et donc appuyer sur le petit crayon qui se trouve à côté du nom ici de l'ennemi. On va voir maintenant donc, comment modéliser ces éléments. Alors, il y a deux manières de modéliser un élément. Soit on crée un élément from scratch, donc voilà ce qu'on va voir en premier lieu, soit on l'ajoute à partir de la bibliothèque et on l'adapte en fonction de ses besoins.
Donc, comme vous le voyez ici, c'est rappelé dans l'écran de Totem, pour garantir que votre élément soit complet, on vous recommande en fait de partir d'un élément prédéfini et de l'adapter ensuite à vos besoins spécifiques. Ça évite d'oublier certaines compositions comme les lambdaires, les fixations qui doivent être ajoutées. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà prédéfinis dans Totem et vous pouvez les consulter pour trouver qu'est-ce qui se rapproche le plus de votre composition de parois et pouvoir l'adapter directement dessus. Mais on va vous montrer également comment créer un nouveau type d'élément from scratch. Donc, d'abord, vous déterminez le type, la catégorie d'éléments que vous voulez créer. Donc, vous voulez par exemple créer un mur extérieur. Donc, vous pouvez encore le modifier par la suite ici. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre un nom, une petite description, la catégorie, et vous avez donc, voilà. Et puis ensuite, dans cet élément, vous allez ajouter des composants, donc en appuyant sur le bouton « Ajouter des composants ». Là, vous allez avoir la bibliothèque qui s'ouvre et vous pouvez choisir du coup vos composants. Toujours, vous pouvez trier ces composants par catégorie, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Donc, par exemple, ici, moi, je voulais des panneaux EPS, donc j'ai tapé EPS pour avoir tous les produits EPS qui apparaissent. Vous voyez également les composants qui sont génériques ou ceux qui sont des composants provenant des EPD. Donc là, moi, je sélectionne, il y a tout ce qui s'affiche sur ce composant. Donc, on voit l'application, l'isolation thermique, voilà, panneau, EPS, les dimensions, toutes les informations qu'on a vues précédemment dans la bibliothèque s'affichent également ici. Je sélectionne, donc soit je sélectionne plusieurs éléments, j'ajoute à la sélection, soit je fais utiliser ce composant et il va s'ajouter dans mon élément. Si vous ne trouvez pas le composant qu'il vous faut, vous pouvez donc remplir un formulaire pour demander d'ajouter un composant. Maintenant, voilà, comme je l'ai déjà expliqué, ça demande des développements, des recherches de données, des tests. On essaie de faire ça régulièrement, mais ce ne sera pas ajouté dans l'heure, ni dans la journée, ni même dans la semaine ou le mois. Donc, c'est c'est une démarche qui prend du temps. Mais par contre, n'hésitez pas parce que ça nous aide, nous, à améliorer l'outil et la pertinence des composants qui sont mis à disposition dans l'outil. Alors, donc, une fois qu'on a ajouté tous les composants, on peut donc changer certains paramètres. Donc, on va pouvoir changer l'ordre des composants pour avoir bien le bon ordre dans l'élément. Donc, on voit ici qu'on a des numéros de composants qui se mettent automatiquement de l'extérieur vers l'intérieur. On peut également changer des paramètres comme l'épaisseur des isolants, par exemple, ou l'épaisseur de certains éléments qui le permettent. Donc ici, par exemple, le plâtre également, dans votre exercice, vous avez pu changer l'épaisseur pour correspondre à l'exercice d'encodage qui vous était demandé. Pour les isolants, on peut également changer le lambda. Donc, c'était aussi quelque chose qui se retrouvait dans l'exercice. Le lambda, donc on a un lambda de base qui est utilisé, mais si le lambda de votre isolant est renseigné et qu'il est un petit peu différent, vous pouvez l'encoder et vous pouvez aussi revenir toujours à celui qui était encodé par défaut. Alors, vous pouvez également remplacer certains éléments. Donc, ici, voilà, par exemple, quand il y a des bâtiments provenant des EPD, quand vous appuyez sur ce bouton « Remplacer », l'outil va rechercher dans la bibliothèque des éléments, des composants qui se rapprochent le plus de ce panneau. Donc, et vous avez donc les composants génériques et les composants spécifiques qui vont se retrouver, donc toujours avec les composants spécifiques au-dessus. Alors, donc vous pouvez aussi avoir des couches composées. Donc, par exemple,
ici une ossature bois avec un matelas laine de roche à l'intérieur. Donc ça, c'est une couche composée. Donc là, vous ajoutez, vous rendez la couche composée avec les deux composants qui la composent et vous allez déterminer le ratio de ces deux composants au sein de la couche. Donc ça, c'est pour créer un élément, un nouveau type d'élément from scratch. Alors, vous allez également déterminer le statut. Vous allez pouvoir déterminer le statut des différents composants. Et ce que je n'ai pas encore dit, mais c'est quand vous avez mettre un composant qui est démoli, donc vous allez l'ajouter dans un composant. Donc, vous allez avoir dans vos couches tout ce qui a été démoli plus tout ce qui est neuf. Eh bien, ces composants démolis vont apparaître en grisé et en italique pour être bien reconnaissables dans votre composition, puisque c'est des éléments qui n'apparaissent plus, mais qui ont été démolis pour cet élément. Donc, vous avez également la possibilité d'ajouter directement un élément à partir de la bibliothèque. Donc là, c'est la bibliothèque élément qui va s'ouvrir quand vous cliquez sur ce bouton. Vous pouvez donc trier cette bibliothèque par catégorie pour retrouver ce qui vous correspond ou utiliser le petit moteur de recherche. Et donc, vous avez ici, par exemple, une composition de plancher sur sol et vous pouvez voir tous les composants qui la composent. Et choisir donc ce que vous voulez. Donc vous avez également des sous-types, donc vous avez par catégorie, mais vous pouvez également choisir des sous-types de catégories pour vous aider à identifier l'élément qui est le plus proche de votre élément dans votre projet. Et ensuite, une fois que vous avez ajouté cet élément à partir de la bibliothèque, vous pourrez le modifier de la même manière que vous pouvez modifier le nouvel élément, donc en créant des nouveaux composants, en remplaçant des composants par un autre, en adaptant l'épaisseur de certains composants, le lambda, le statut, etc., etc. Donc, quand vous avez tous vos éléments qui ont été encodés, vous avez donc dans votre projet ce tableau avec tous les éléments que vous avez encodés, que vous pourrez comparer entre eux. Donc, vous avez des petits sigles, nouveaux matériaux éléments ajoutés ou éléments utilisés dans un bâtiment. Là, c'est le petit sigle qui est là. Vous avez donc le calcul du score environnemental par matériau, par énergie totale, le U qui se calcule également automatiquement en fonction de la composition de votre élément, et le statut ici. Voilà, donc ça c'est pour la modélisation des éléments. Donc ça c'est vraiment la manière dont vous avez dû vous y prendre pour modéliser le mur creux qu'on vous a demandé de modéliser pour l'exercice. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, c'est pas dramatique, c'est un exercice qui est là pour aussi vous mettre en mouvement par rapport à l'outil, donc vous pouvez toujours le faire par la suite. Alors, vous pouvez également donc, modéliser un bâtiment, on en a déjà parlé. Donc, vous allez modéliser la géométrie de ce bâtiment. Donc, n'oubliez pas cette surface de plancher brute qui est vraiment très importante à encoder. De toute manière, l'outil voilà, vous mettra un message d'erreur si vous ne l'encodez pas. Donc, comment calculer cette surface de plancher brute? Donc, c'est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau mesurée à la face extérieure des murs extérieurs. Donc, ça comprend les pièces chauffées et non chauffées, donc les caves, garages, greniers, ateliers. Ça comprend les espaces d'une hauteur minimum de 2,20 m et ça comprend les escaliers, les ascenseurs, les puits techniques et les ouvertures de plancher plus petites que 4 m². Et donc vraiment, comme je l'ai déjà dit, ça sert de référence pour tous les résultats au niveau des bâtiments. Et vous pouvez également donc, soit ajouter un nouveau bâtiment, et puis ajouter les éléments, comme je l'ai dit, qui composent le bâtiment, soit ajouter un bâtiment à partir de la bibliothèque pour le comparer, par exemple, à votre bâtiment que vous auriez déjà encodé, ou donc ce soit
un bâtiment exemple, soit un bâtiment que vous avez déjà encodé dans un autre projet. Donc, il y a également un module d'import IFC. Donc, pour le moment, c'est adapté qu'aux petits fichiers peu complexes. Donc, on vous conseille plutôt l'importation Excel qui est plus adéquat. Alors, ce module sera amélioré par à l'avenir. Donc, pour le moment, c'est ce qui existe. Donc, vous pouvez donc charger votre fichier Excel. Il y a également donc moyen de télécharger un modèle de document Excel qui facilitera l'import ou d'avoir un document qui vous explique comment créer votre fichier Excel ou CSV pour que l'outil d'import reconnaisse bien les éléments qui seront importés dans l'outil. Donc, il y a quelques petits conseils également pour les fichiers IFC, pour l'identification des éléments, les catégories des éléments, toutes les quantités. Et alors, oui, supprimer un maximum de données inutiles dans l'outil. Donc, on se concentre sur les éléments de base, les murs, les sols, les toits, les fenêtres, et donc supprimer les informations sur des éléments qui ne sont pas repris dans l'outil. Donc ici, c'est une petite visualisation de l'importation par fichier Excel. Et donc, vous avez ici donc, chaque élément qui peut être soit importé manuellement, soit automatiquement, et qui vont être liés à un élément qui va se retrouver dans l'outil totem. Et par contre, vous allez devoir par la suite bien définir les catégories, parce que comme on l'a vu, ces catégories sont indispensables pour calculer les surfaces de déperdition et donc l'énergie pendant la phase d'utilisation. Et donc on en est maintenant, donc on a parlé de la modélisation des éléments et des bâtiments, et maintenant on va parler de l'évaluation au niveau toujours des éléments et des bâtiments. On ira ensuite vers la comparaison et l'optimisation. Alors, une fois que vous avez modélisé votre élément, donc voilà, vous avez ce type d'interface dans l'outil. Donc ça, c'est déjà un peu le teasing de l'exercice. Hein. Si vous observez bien, vous avez votre mur creux. Et donc, vous allez d'abord appuyer. Ici, vous avez des petits boutons. Donc, une petite calculatrice, un petit voilà, icône comparaison. Donc, quand vous venez de modéliser votre élément avec ses différents composants qui sont dans la bonne dimension, d'abord dans le bon ordre, ensuite avec les bonnes dimensions, vous avez adapté les lambdas éventuellement, vous avez adapté tout ce qu'il fallait adapter au niveau des statuts. Vous pouvez donc appuyer sur cette calculette qui va générer donc le score environnemental, qui est ici, la valeur de U, et vous allez pouvoir déjà regarder les principaux scores environnementaux directement dans cette fenêtre. Donc vous avez ici le score environnemental comparé par rapport à des éléments similaires et l'impact par composant. Mais Totem vous permet vraiment de générer des résultats assez détaillés, le plus détaillés possible sur cet impact environnemental. Donc, pour avoir plus d'informations, vous appuyez sur le bouton « Résultats détaillés ». Et là, donc, une nouvelle fenêtre s'ouvre et qui est les prémices d'un rapport, donc avec vraiment tous les éléments qui ont été calculés au niveau de l'impact environnemental de votre élément. Donc, vous retrouvez la comparaison avec d'autres éléments. Donc là, votre élément que vous avez modélisé est représenté par un petit point. Et tous les autres éléments prédéfinis déjà dans la bibliothèque, qui sont des murs creux, etc., se retrouvent représentés sur des petits points. Et donc, on peut le comparer. Ici, vous avez 16 millipoints par unité fonctionnelle, donc par mètre carré de mur. Et donc, vous pouvez comparer où vous en êtes par rapport à d'autres types de murs de la même catégorie. Vous avez également l'impact par composant. Donc ça, c'est très intéressant pour savoir sur quel composant vous allez devoir jouer pour optimiser votre élément. Et donc ici, par rapport au mur creux, on voit qu'on a, donc vous avez le pourcentage également ici, on a 39% pour les briques creuses,
25% pour les briques en terre cuite et 30% pour les panneaux en polyuréthane. Par exemple, si votre idée était d'optimiser votre élément, ben, vous savez que vous pouvez jouer sur les briques et sur le polyuréthane et faire varier ces composants pour faire des variantes de votre élément et essayer d'optimiser pour diminuer l'impact environnemental. Vous avez également le détail de l'impact énergie par rapport aux matériaux. Donc là, vous avez l'impact toujours en millipoints par unité fonctionnelle. Ici, pour les matériaux en rouge, pour l'énergie en vert, vous avez donc la représentation graphique et également les chiffres qui sont repris ici en dessous, avec donc pour l'énergie, pour les matériaux et en total. Et donc ici, chaque fois que vous avez des tableaux avec des chiffres, vous avez un bouton qui permet de copier ces chiffres dans le presse-papier ou quand c'est un tableau plus complexe, d'exporter directement ces résultats en format Excel. Et donc, vous pouvez ensuite vraiment visualiser ces résultats comme bon vous semble, faire les graphiques que vous voulez pour comparer les choses et avoir vraiment accès à l'ensemble des résultats disponibles grâce à l'outil système. Vous avez également l'impact par étape du cycle de vie. Donc, on voit ici toujours pour notre mur creux que c'est principalement l'étape de production et la consommation d'énergie primaire pour le chauffage qui sont impactants dans notre mur creux. L'impact également par indicateur. Donc là, on a d'abord une représentation graphique. Et donc, on voit que c'est principalement le changement climatique et l'épuisement des ressources abiotiques qui sont impactantes. Et on a un tableau avec vraiment toutes les données calculées pour tous les indicateurs, pour toutes les phases du cycle de vie. On peut filtrer par étape du cycle de vie. Et ce tableau, on peut l'exporter sur Excel. Donc là, vous avez vraiment tous les calculs qui sont non agrégés et les calculs qui sont également pondérés au niveau de l'agrégation. Vous avez également des paramètres additionnels que vous pouvez afficher en cliquant sur une petite case. Donc, vous avez les paramètres qui décrivent l'utilisation des ressources, donc l'énergie primaire totale renouvelable et non renouvelable, ainsi que le contenu de carbone biogénique dont on a parlé, donc ce carbone qui est capté par les matériaux biosourcés et qui est relâché ensuite au niveau de la fin de vie de ces matériaux biosourcés tels que le bois, pour ne citer que lui. Vous avez également l'impact par statut. Donc, si vous avez défini différents statuts, donc par exemple, vous avez démoli toute une partie de l'élément pour reconstruire une partie de l'élément, eh bien, vous allez avoir ici la part de l'impact qui est attribuée aux éléments démolis par rapport à l'impact des matériaux neufs. Donc ici, ce n'était que des matériaux neufs, donc tout est de la même. Et puis, vous avez également tous les détails que vous aviez déjà dans votre première fenêtre, mais qui se retrouvent ici également. Donc, les détails sur les connexions et la réversibilité. Donc, vous avez les codes couleurs en fonction de la réversibilité de chacun des composants de votre élément. Vous avez également les codes couleurs ici qui se retrouvent avec vraiment toute la composition de votre élément qui est reprise ici à la fin de ce rapport. Donc ça, c'est une première visualisation. Et ensuite, vous pouvez donc créer un rapport. Vous sélectionnez les éléments que vous avez besoin dans ce rapport. On a vu ces différents éléments. Vous pouvez tout sélectionner également. Et puis ensuite, vous pouvez enregistrer ce rapport qui va s'enregistrer dans votre projet. Comme ça, vous pourrez y revenir après. Si après vous modifiez votre élément, ben, vous pourrez toujours stocker ce rapport. Et vous pouvez également télécharger ce rapport. Donc, ça va s'ouvrir en PDF dans votre navigateur. Et vous pouvez bien sûr l'enregistrer en copie locale. Donc ça, c'est pour les éléments. Pour les bâtiments, le principe est le même.
Donc on a également, donc là si on remonte dans le projet au niveau du bâtiment, donc on se met sur un bâtiment, voilà, un bâtiment test ici, avec ces différents éléments, sa géométrie, etc. On a également la petite calculette, donc quand vous appuyez sur la calculette, ça calcule ici le score environnemental du bâtiment. Et puis, vous pouvez également, donc ça ouvre une petite fenêtre où vous avez le score environnemental par mètre carré de superficie brute et le détail par type d'élément. Si vous voulez des résultats plus détaillés, vous avez donc le petit bouton comme pour les éléments, vous pouvez appuyer sur résultats détaillés, ce qui génère une nouvelle fenêtre avec vraiment tous les détails des calculs. Où vous retrouvez donc l'impact énergie versus matériaux, mais là vous retrouvez l'énergie de pertes par transmission et l'énergie des pertes par ventilation. Puisque là, on a à l'échelle du bâtiment, donc on a un volume chauffé et on a calculé ces pertes par ventilation et donc, bien sûr, l'impact lié aux matériaux. Toujours la fonctionnalité d'import sur le presse-papier ou sur Excel. Et vous pouvez aussi convertir en kilowattheure de consommation d'énergie. Donc l'impact par catégorie d'éléments, cette fois-ci, donc on peut voir qu'est-ce qui est le plus impactant dans votre bâtiment. Est-ce que ce sont les murs, les sols, le toit? Et ça vous permet du coup de vous concentrer sur ces éléments qui sont le plus impactants pour essayer de réduire votre impact environnemental de manière efficace. Voilà, donc ça c'était pour l'évaluation environnementale et on passe maintenant à la comparaison. Donc, comparer et optimiser, pourquoi? Pour réduire l'impact environnemental d'un projet. Donc, comme je l'ai dit, le but est de réduire de 20% minimum pour pouvoir prendre en compte cette incertitude de l'évaluation environnementale. Alors, on peut faire cette optimisation à différents stades du projet. Donc, au niveau de l'avant-projet, on va pouvoir se poser des questions. Voilà, plutôt démolir ou reconstruire, faire une rénovation lourde, faire une rénovation légère, quel impact ça va avoir au niveau des impacts environnementaux. On va pouvoir aussi comparer différents types constructifs, différents types de matériaux, ou se fixer une performance énergétique ou une volumétrie. Une fois qu'on avance dans le projet et qu'on définit plus précisément les choses, donc dans le dossier d'exécution, on va pouvoir revenir sur ce projet et puis aller interroger les choix qu'on fait au niveau de la performance énergétique, de l'épaisseur de l'isolant, et à l'avenir aussi des choix des techniques qui va avec ces performances énergétiques. On va pouvoir également se questionner au niveau des choix des matériaux, des fixations de ces matériaux qui n'étaient pas déterminés au niveau de l'avant-projet. Par contre, c'est vraiment important quand vous comparez deux bâtiments ou deux éléments de construction, de les comparer avec des bâtiments ou des éléments qui ont des performances similaires. Donc ici, on parle d'environnement, mais bien sûr, il y a d'autres éléments qu'un architecte doit prendre en compte, comme la stabilité, ça semble évident, mais c'est très important, la résistance au feu, l'espace requis, l'emprise au sol. Donc vous allez comparer des bâtiments qui vont pouvoir rendre les mêmes services également. Alors, une petite mise en situation, et d'ailleurs, voilà, on vous a fait faire un petit exercice de modélisation. Si par la suite, vous avez envie de refaire un exercice plutôt de comparaison et d'optimisation, je vous invite, normalement, vous avez toutes les informations ici dans les slides pour pouvoir modéliser et vous exercer. Donc, pas pour le bâtiment, mais au niveau de l'élément. Donc ici, vous avez une maison unifamiliale assez classique, 3 façades, 2 étages, une surface de plancher brut de 125 m² et demi. C'est une maison qui a été construite dans les années 1960 et qui n'est pas du tout isolée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette maison? La question qu'on se pose et que beaucoup de maîtres d'ouvrage ou d'architectes vont se poser par rapport à ce genre de bâtiment, c'est
est-ce qu'on va faire une rénovation énergétique assez radicale ou est-ce qu'on va vraiment démolir et passer à une nouvelle construction? Et quelle est la différence en termes d'impact environnemental? Alors ici, pour simplifier, on va se focaliser sur un mur extérieur. Donc vous avez ici la modélisation du mur extérieur, toujours un mur creux, un petit peu différent de celui de l'exercice, mais donc tous les éléments y sont. Et on va comparer 5 scénarios de ce mur extérieur. Donc, le premier scénario, c'est un mur creux avec une coulisse assez classique hein, de ce type de bâtiment. Donc, premier scénario, on va remplir cette coulisse par une mousse de polyuréthane. Donc, on va avoir 4 cm de polyuréthane. Deuxième scénario, on fait une rénovation lourde. Donc là, on démolit la brique de parement existante. On ajoute une nouvelle isolation, donc des panneaux de polyuréthane de 14 cm. Et on remet une nouvelle brique de parement. Troisième scénario, reconstruction. Donc, on démolit et on construit un nouveau mur creux avec l'isolation de 14 cm de panneaux polyuréthane. Et on a donc 2 scénarios alternatifs qui incluent également du réemploi. Donc, on a le scénario 4 qui est l'alternative du scénario 2. Donc, une rénovation lourde, mais on réutilise ex situ de la brique de parement. Donc, on va rechercher de la brique qui a déjà été utilisée sur un autre bâtiment. Et le scénario 5, donc ça c'est l'alternative du scénario 3, c'est une reconstruction, mais là également, on réutilise des briques ex situ, donc des briques de parement et des briques creuses porteuses provenant d'un autre bâtiment. Et donc là, on peut modéliser ces éléments dans Totem et les comparer. Et donc, on pourra comparer ça au niveau des murs extérieurs, mais on pourrait comparer ça aussi pour tous les éléments du bâtiment. Donc, quand on compare, donc on va calculer l'impact environnemental et ensuite, on va utiliser ce petit outil ici qui va nous permettre de comparer les différents éléments entre eux. Et donc, on va avoir un rapport de la même structure que le rapport que je vous ai présenté pour les éléments, mais où vous allez avoir différentes barrettes mises les unes à côté des autres pour pouvoir avoir tous les résultats sur un seul rapport. Donc là, on a remis tous les résultats ensemble et on voit. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Donc, on voit que l'impact énergie diminue lorsque l'isolation est ajoutée. Somme toute assez logique et tant mieux. Donc, on voit ici en vert l'impact, donc ça c'est le mur existant. Même déjà avec la rénovation légère, on diminue quand même considérablement cet impact énergie. Forcément, l'impact matériaux, donc en rouge, va augmenter lorsque de nouveaux matériaux sont ajoutés. Et donc, on voit qu'en rouge, ici, quand on fait surtout une rénovation lourde ou quand on fait une reconstruction, on a l'impact des matériaux qui augmente fortement. Mais malgré tout, en fait, même malgré l'ajout de nouveaux matériaux, l'impact global diminue. Et donc, on a vraiment une diminution très significative de l'impact énergétique. Alors, les scénarios qui incluent du réemploi sont les plus intéressants puisque forcément, on ne va pas considérer l'impact de la production des matériaux qui sont réemployés. Donc, le scénario 4, on peut voir qu'il a... Le scénario 4, on peut voir qu'il a un score 19 fois moins élevé que le scénario 2. Et le scénario 5 a un score 32% moins élevé que le scénario 3. Donc là, on peut discuter. Par contre, entre le scénario 4 et le scénario 5, la différence n'est pas vraiment significative. Alors, si on fait la comparaison au niveau du bâtiment, donc c'est toujours le même principe. On a ce petit outil avec ce petit sigle comparaison. Ça génère un rapport où on a les différents bâtiments qui sont dans le même rapport et donc on peut comparer. Donc, si on compare ici au niveau du bâtiment avec différents éléments compris, donc on voit toujours que l'impact énergie
diminue lorsque l'isolation est ajoutée, que l'impact matériaux rouges augmente lorsque de nouveaux matériaux sont ajoutés, et que malgré l'ajout de nouveaux matériaux, l'impact global diminue et qu'on peut vraiment avoir une diminution significative de l'impact énergétique. Et donc, on peut voir qu'on peut réduire l'impact total de plus ou moins 60% par rapport à la situation existante ici. Donc, le scénario donc ici, c'est rénovation légère, rénovation lourde et reconstruction. Et qu'en plus, on peut réduire encore cet impact environnemental grâce au réemploi et au choix des matériaux. Donc ici, si on est toujours à la comparaison au niveau du bâtiment, on peut regarder par étape du cycle de vie et voir que l'impact au niveau donc, du cycle de vie est principalement pour la consommation d'énergie pour le chauffage et que ça diminue dans les scénarios de rénovation profonde et de reconstruction. Par contre, la phase production augmente, puisque forcément, on a tous ces nouveaux matériaux qui ont un impact au niveau de la production. Quand on est par indicateur, on voit que donc l'impact est principalement pour le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources abiotiques, et que ces catégories d'impact diminuent quand on rénove, quand on ajoute des matériaux. Par contre, d'autres catégories d'impact vont augmenter. Donc toujours la comparaison au niveau du bâtiment, quand on utilise des matériaux réutilisés, ça conduit à une réduction assez significative des impacts environnementaux, donc puisqu'on diminue cette phase de production, donc cette phase de production en bleu. Et donc ici dans l'exemple, les matériaux qui étaient réutilisés, ce sont les briques de parement, les tuiles, les céramiques au niveau du sol et les châssis des fenêtres et un châssis également de porte extérieure. On a ici des différences qui peuvent être donc de 15% ou de 20% avec les matériaux de réemploi en fonction du scénario qui est utilisé.